Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cet événement organisé et filmé par les éditions HarperCollins pour célébrer la deuxième rentrée littéraire de la collection Traversée, collection de fiction française. Nous sommes en présence de Marie-Eugène. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Directrice littéraire de HarperCollins Traversée. Nous allons accueillir les deux romanciers et romancières de cette rentrée, Émilie Guillaumin qui signe L'Embuscade et le romancier Nicolas Maleschi, auteur de La force décuplée des perdants. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste littéraire et j'ai le plaisir d'animer pour la deuxième fois cette rentrée littéraire de la collection Traversée dont j'ai suivi la naissance et le déploiement avec beaucoup d'enthousiasme et d'estime. Alors Marie-Eugène, on commence avec vous, c'est donc la deuxième rentrée de la collection HarperCollins Traversée. La première a été une réussite avec deux excellents premiers romans qui ont été très remarqués, vous allez nous en dire quelques mots. Vous avez annoncé la couleur à ce moment-là en vous imposant dans le paysage littéraire comme défricheur de nouvelles voies. Est-ce que c'est une mission qui définit encore la collection aujourd'hui? Oui, plus que jamais. Comme vous le dites, la collection s'est lancée en 2020, qui était, bon voilà, on le sait tous, une année un peu chaotique pour lancer quoi que ce soit d'ailleurs. Et finalement, on n'avait pas prévu au démarrage de faire une rentrée d'automne. C'est sacré en France une rentrée d'automne et on s'est dit qu'on prendrait notre temps pour travailler avec les libraires, notamment avec les journalistes et lancer cette collection vraiment en s'inscrivant dans la durée. Et on voulait rien précipiter. Et puis deux textes se sont imposés à nous, deux premiers romans, précisément un premier récit et un premier roman, La dislocation de Louise Broez, vraiment un brillant premier roman d'une ingénieure agronome qui a écrit sur la question de la solastalgie, de l'éco-anxiété, de l'écoféminisme. Et le premier récit littéraire du rappeur Gringe, qu'on connaît pour être l'acolyte d'Orelsan, et qui a en fait créé un morceau à l'origine qui s'appelle Scanner. Et ce morceau racontait la bascule de son petit frère Thibaut, diagnostiqué schizophrène à 20 ans. Et en fait, on s'est dit avec Vagram, qui est l'éditeur musical de Gringe, que Gringe pourrait peut-être aller plus loin que ce morceau. Il a accepté de relever le défi et ça a donné Ensemble on aboie en silence, qui a été classé parmi les 5 premiers romans de la rentrée littéraire 2020 au classement Livre Hebdo. Donc ça a été une vraie réussite et ça nous a donné confiance pour la suite et donc pour se lancer dans une deuxième rentrée littéraire avec deux auteurs extrêmement talentueux également. Alors cette fois, vous ne publiez pas de premier roman, mais il y a toujours ce point commun avec votre précédente rentrée qui est de faire entendre des voix qu'on n'entend pas d'habitude, qui sont inaudibles. Je crois qu'on peut dire que c'est le point commun, en tout cas, des livres pour le moment de Traversée. Est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire derrière chacun de ces romanciers, donc Nicolas Maleschi et Émilie Guillaumin? Ouais, c'est intéressant, je réponds et je rebondis aussi sur la première question, sur le côté défricheur de voix. Il y a à la fois la volonté effectivement de découvrir des auteurs et des voix nouvelles et des traitements nouveaux et des manières de raconter les histoires et de dire le monde, mais il y a aussi en effet la volonté, j'espère qu'elle tiendra longtemps, de faire parler ces voix qui d'habitude brillent par leur absence dans le débat, dans l'idée, dans la fiction. C'était le cas avec La dislocation de Louise Broez et cette héroïne disloquée justement, absolument impalpable, un peu folle, mélancolique et joyeuse. Et c'était aussi le cas avec Ensemble on aboie en silence de Gringe et cette porte ouverte vers la voix de son petit frère Thibaut, qui s'est donc mêlé à la voix de Gringe pour former cet ensemble, je pense, inédit et vraiment dans la découverte de voix nouvelles, de voix qu'on n'entend pas. La petite histoire pour L'Embuscade et La force décuplée des perdants. Je vais commencer par la rencontre avec Émilie. J'ai la chance pour la première fois de travailler avec l'agence Tram et notamment Sylvie Pereira, qui un jour, l'année dernière, m'a remis ce texte qui portait déjà ce titre et qui était déjà une grande promesse. Et je me suis dit, tiens, 13e RDP, pourquoi moi? Enfin,
Elle a vraiment décidé voilà, de me l'envoyer. Je l'ai lu dans la soirée et je l'ai lu comme ça, en une fois, absolument subjuguée par l'histoire qu'on me racontait, et justement parce que c'était encore une fois une histoire qui me parlait, une histoire de voix qu'on n'entend pas, j'en dis pas plus, hein. Et ça a été assez immédiat et très rapidement. Voilà, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble, et puis la rencontre avec Émilie aussi qui a été déterminante et qui est importante dans le travail sur les textes. Avec Nicolas Maleski, c'est une histoire qui dure depuis maintenant 2016. Le premier Sous le compost a paru en 2017 dans une autre maison où je travaillais. Et Nicolas, je l'ai rencontré bien 1 an avant par l'intermédiaire d'un auteur avec lequel j'ai longtemps travaillé chez Stock, Christian Garcin, parce qu'effectivement, il y a 1000 façons, on le sait, de rencontrer les auteurs et les textes. Et Christian m'a un jour envoyé ce premier roman, sans avoir prévenu Nicolas, je crois, en me disant juste « Je ne comprends pas que ce garçon ne soit pas publié, lis-le, dis-moi ce que t'en penses ». Il m'a complètement attrapée, parce qu'il y a quelque chose qui revient de roman en roman, c'est cette impression qu'on a que quelque chose va vriller, que le tragique va arriver, et une façon de jouer avec les codes du roman noir. Et donc voilà, et Nicolas a eu la générosité de me suivre dans mon changement de maison. Et voilà la petite histoire pour les deux. Et j'espère qu'elle va durer longtemps. Merci beaucoup Marie. Vous laissez votre place à Oui, Émilie merci. Guillaumin qui va nous présenter son roman L'Embuscade. Merci Lorraine. Merci Marie. Alors on commence avec vous Émilie Guillaumin. Bonjour Émilie. Bonjour Lorraine. Donc pour L'Embuscade. Émilie Guillaumin, on dit que L'Embuscade est votre deuxième roman. Sur le papier c'est vrai. Mais en fait L'Embuscade est un premier roman, on peut dire, puisque c'est la première fois que vous vous lancez dans la pure fiction. Votre premier livre, Féminine, paru en 2016 chez Fayard, était plutôt un récit autobiographique où vous racontiez les 2 années que vous avez passées dans l'armée de terre en tant qu'officier. C'est votre expérience, votre parcours. Dans L'Embuscade, vous imaginez l'histoire de Clémence, jeune femme qui est femme de soldat, qui au tout début du roman reçoit la visite d'une délégation militaire qui lui apprend la tragédie que redoute toute femme de soldat. Son mari, qui est engagé dans les forces spéciales déployées au Levant, est mort. Il a été pris dans une embuscade au Levant. C'est tout ce qu'elle sait au départ. Clémence a 3 enfants. Elle est enceinte du 4e. Et après un moment de sidération, elle va décider d'enquêter sur la disparition de son mari, ce qui ne fait pas partie des usages ni des règles. Elle va entraîner avec elle tout un groupe de femmes de soldats disparus qui vont la suivre jusqu'en Syrie. C'est un texte bouleversant, à la fois très émouvant et haletant comme un thriller, avec des dialogues au cordeau. Mais c'est un texte qui évoque avant tout la puissance de ces femmes, dont elle dit qu'elles sont la base arrière de l'armée, mais qui ne sont pas passives du tout, qui sont vraiment des héroïnes, et c'est ce que vous montrez. Pourquoi avez-vous eu envie de vous intéresser à ces femmes ? Alors justement, j'ai voulu m'intéresser à ces femmes parce que effectivement, déjà j'ai voulu m'intéresser plutôt à cet univers militaire, ces soldats qui appartiennent à des régiments de forces spéciales, qui opèrent en toute discrétion, comme ils aiment à le dire. C'est vrai que le grand public connaît pas du tout leurs actions. Et par extension, connaît pas du tout la vie effectivement de leurs femmes, de leurs épouses, de leurs compagnes, et qui ont souvent des rôles pas faciles à tenir, puisque c'est elles qui gèrent, on va dire, le terme que vous employez. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent dans l'armée, la base arrière. Et c'est vrai qu'elle se retrouve souvent seule, car quand on appartient à un régiment de forces spéciales, on est quand même souvent déployé à l'étranger. Quand on n'est pas déployé à l'étranger, on est déployé en France pour des entraînements. Donc c'est vrai que c'est des hommes qui sont souvent quand même sur le terrain, qui sont souvent absents. Et malgré tout, il y a des histoires d'amour assez fortes qui nouent ces hommes et ces femmes, parce que quand on épouse un soldat qui appartient à un régiment de forces spéciales, quelque part, on signe aussi pour ce à quoi il a signé, à savoir un engagement total jusqu'au sacrifice suprême, comme tout soldat le signe. C'est en bas du contrat quand on signe un contrat pour s'engager dans l'armée. Et quelque part, les femmes
signent aussi ce contrat puisque elles s'engagent corps et âme dans la cause de leur mari. Voilà, donc j'avais envie de parler d'elles car c'est vrai qu'on a parfois une image effectivement de femmes un peu passives avec l'homme d'action qui est sur le terrain, qui est un grand enfant qui joue. Alors c'est vrai aussi, mais beaucoup de ces hommes ne pourraient pas faire tous ces exploits, toutes ces actions sans une base solide, quelqu'un à la maison. Alors c'est vrai que c'est souvent une femme, mais ça peut parfois être un homme aussi pendant que la femme est militaire. Voilà, ça arrive aussi, même si c'est moins le cas. Vous avez décidé de vous intéresser aussi à un régiment particulier qui est donc le 13e régiment de dragons parachutistes, donc qui comporte des mystères encore plus difficiles d'accès, encore plus difficiles à élucider que les autres régiments. Pourquoi ce régiment-là en particulier ? Alors déjà, je voulais que mon intrigue se passe avec des soldats donc de forces spéciales, donc pas des soldats appartenant à des régiments dits des forces conventionnelles, parce que voilà, je voulais qu'il y ait cette notion un petit peu de mystère, de secret. Donc je me suis penchée tout simplement sur les régiments de forces spéciales qui existent en France. Donc il y en a quelques-uns. Voilà, les gens ont en tête souvent le 8e RPIMA parce que voilà, c'est un régiment dont on entend beaucoup parler, mais il y avait aussi le 13e RDP. Alors pourquoi le 13e RDP? Car c'est un régiment qui est spécialisé dans le renseignement, qui a une spécificité bien particulière. En fait, ce sont des hommes qui vont en quête de renseignements sur le terrain en vue d'action. Souvent, les actions menées ne sont pas menées par les hommes du 13e RDP. Ensuite, ils passent le relais à d'autres hommes des forces spéciales. Ça peut aller aussi du renseignement qui est ensuite envoyé au service action que certains connaissent via le Bureau des légendes, donc la DGSE. Donc voilà, je voulais vraiment me pencher sur les actions de ces hommes-là. Et pourquoi le 13e RDP? C'est un régiment qui est vraiment très peu connu, avec des hommes qui sont extrêmement discrets, qui brillent par leur humilité, alors que pour moi, alors je ne veux pas faire des grandes généralités, mais c'est vrai que les hommes que j'ai eu la chance de rencontrer ont une forme de simplicité dans la mise en action de ce pourquoi on les a, ce pourquoi ils sont employés, une forme d'humilité qui est assez admirable, alors que c'est vrai qu'ils ont des vies complètement hors normes. Pour moi, ce sont des vrais héros et j'avais envie de parler d'eux, de les mettre en valeur. Et alors pourquoi le 13e RDP et pas un autre régiment de force spéciale? Parce que voilà, c'est cette notion de mission de renseignement, au Levant en particulier, était propre à ce régiment et ça servait tout simplement mon roman. Voilà. Votre intrigue. Tout à fait. Alors, vous avez tenu à mener une enquête. Je l'ai dit, vous avez été engagé vous-même dans l'armée de terre, donc vous pouviez accéder à des personnes, à ces personnes-là. Vous avez passé plusieurs mois à interroger des femmes, épouses, mères, veuves. Comment est-ce que vous avez vécu cette période d'enquête et puis comment vous êtes passé de cette enquête à la fiction? Alors, avant l'enquête, il y a eu vraiment l'idée qui est née d'une rencontre avec une femme, donc une veuve, de soldats. C'est vraiment une rencontre qui m'a beaucoup frappée, choquée, touchée, voilà, qui m'a vraiment remuée et je me suis dit, oula, en tout cas pour quelqu'un qui écrit, voilà, il y a quelque chose, il y a une matière. J'ai envie d'utiliser ce qu'elle me raconte parce que c'est extrêmement fort et encore une fois, je ne le vois nulle part, donc c'est inédit. Il faut que je m'empare de ce sujet. Ensuite, donc c'est un peu comme un fil que j'ai tiré et effectivement le fait d'avoir été militaire m'a aidé pour avoir entre guillemets mes entrées parce que c'est pas forcément des femmes qui vont se confier facilement et elles sont assez protégées par l'institution parce qu'elles ont vécu quelque chose d'assez dramatique. Donc il y avait ça d'une part et d'autre part, comme c'était un sujet extrêmement lourd, j'avais vraiment envie de mener une enquête très précise et pas juste de me lancer comme ça ex nihilo. Quelque part, je faisais pas confiance à ma seule imagination. Je me disais non, là il y a quand même de la matière humaine extrêmement sensible.
explosive, donc il faut que j'aille à la source pour donc c'est vrai que j'ai mené une enquête journalistique pendant 3 mois. J'ai rencontré ces femmes. Elles m'ont fait confiance parce que je pense que le projet les intéressait. Mais il y avait quelque part, quand je les abordais, j'avais l'impression, en tout cas moi je me mettais dans cette position de passer un entretien d'embauche. Je vendais mon projet. Donc c'est vrai qu'avec cette démarche quand même assez de les aborder de manière assez fine. Pareil pour les hommes, parce que j'ai eu la chance d'aller visiter ce régiment, le 13e RDP, qui n'ouvre pas sa porte à tout le monde. Donc pareil, il fallait aussi que je présente mon projet d'une certaine manière, tout en gardant un esprit critique, parce que le but n'était pas non plus d'écrire un livre pour l'armée. Il y a aussi plein de choses que je dis sur cette institution qui sont pas forcément voilà, tout n'est pas positif dans ce livre. C'est pas un roman pour célébrer l'armée, mais au contraire pour mettre aussi en lumière ses zones d'ombre, ses difficultés et la difficulté que c'est d'être engagée dans un régiment de force spéciale, de travailler dans l'ombre et d'être femme dans cet univers, parce que même si la femme n'est pas soldat, elle fait partie de cet univers qui a ses codes et faut l'infiltrer quelque part. Donc c'était presque une infiltration dans ce milieu-là. Et moi, j'ai pris des notes, j'avais plein de notes, et à la fin, en fait, le fait de leur parler, ça infuse en fait tout doucement et naturellement. 3 mois plus tard, j'ai pris la plume et tout ça avait travaillé un peu en moi. C'est des rencontres qui nourrissent tellement qu'en fait, ensuite on prend la plume assez naturellement pour parler d'elle, voilà. Cette enquête, je pense, en tout cas c'est ce qu'on se dit en lisant votre livre, vous a permis d'oser peut-être aller vraiment dans l'intimité des émotions de cette femme qui vit des choses qu'on ne peut pas imaginer en fait. Tout à fait, complètement, ouais. La mort de son mari au soldat, et là on rentre vraiment dans ses émotions, et c'est ce qui rend votre texte bouleversant. Vous allez nous lire un extrait. Oui, avec plaisir, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être resituer un tout petit peu le passage que vous avez choisi avant de nous le lire? Oui. Alors, c'est au tout début du livre, c'est page 17. Mon héroïne, donc Clémence Delmas, voilà, on est au tout début du livre, donc elle ne sait pas encore que une délégation militaire va sonner à sa porte pour lui annoncer voilà, le drame qui va la toucher et qui se dénoue tout au long du livre. Elle évoque l'idée de mort, en fait. Qu'est-ce que c'est la mort quand on est épouse de soldat? Il y a aussi l'idée, vous l'avez un petit peu dit, mais on ne sait pas, on n'a pas accès à tous les secrets, puisque on appelle l'armée la grande muette. Exactement. Il y a énormément de secrets qui entourent. Tout à fait. Et c'est vrai que Clémence, et en particulier, et ces femmes en général, quand elles ne savent pas forcément, ou par leur mari, elles n'ont pas forcément de nouvelles tous les jours. Donc, sans parler de mort, il y a tout un silence qui en l'occurrence, est l'antichambre de la mort. Mais voilà, c'est un contexte extrêmement difficile pour ces femmes qui n'ont pas d'autre choix que d'être fortes, effectivement. Et on le voit dans le livre. Donc, je peux commencer à lire, oui. Super. Alors, la mort faisait partie de la vie du soldat et de celle de ses proches. Peut-être était-ce d'ailleurs son éventualité, plus prégnante que dans d'autres métiers, qui avait toujours rendu notre amour si puissant. On n'aime jamais autant la vie que dans la possibilité de la mort. Bien sûr, son spectre ne rôdait pas constamment entre nous. Nous menions une existence presque normale, et si parfois je sentais que nous subsistions sur un fil ténu, notre quotidien, à l'exception des départs de Cédric, était celui d'une famille somme toute banale. À son contact, j'avais appris à rationaliser mes terreurs. N'y avait-il pas plus de morts chez les chauffeurs de poids lourds que chez les militaires? Un jour, Cédric m'avait exhibé cet exemple lu dans la presse comme preuve irréfutable. Comme si cela suffisait pour oublier les pays dangereux, raccourcir les semaines de préparation dans des camps de manœuvre toujours situés à l'autre bout de la France, préliminaire de l'absence avant l'absence. Mais quand il taillait à coups de serpe des portraits hauts en couleur des hommes de sa section ou des officiers, appelant les premiers ses petits poussins et les seconds ses tortionnaires de bureau, avec une mine de conspirateur, je l'aimais tout simplement. Voilà.
Merci beaucoup, Émilie Guillaumin. Merci à vous. On souhaite à votre roman, qui est donc sur un sujet très rare, un très beau roman, tout le bel accueil qu'il mérite. Et vous laissez la place à Nicolas Maleschi. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, on passe à vous, Nicolas Maleschi, avec votre troisième roman, La force décuplée des perdants. Vous êtes l'auteur de votre premier roman, Sous le compost, était finaliste du Grand Prix RTL Lire en 2017. Vous avez publié ensuite La science de l'esquive. Donc, je le disais, La force décuplée des perdants est votre troisième roman. Ce roman se déroule à Carsonville, qui est une ville imaginaire située en montagne, marquée par le libéralisme, frappée par le réchauffement climatique, la pollution. Notre monde empire est tenu par une famille, une dynastie d'hommes d'affaires ultra riches, un peu mafieux, les grosses Patrick. Dans cette ville vit une bande de copains, tous nés ici, parmi lesquels Jeff Cannon, votre héros, géologue de formation, devenu plombier parce qu'il ne veut pas trop se fouler, dessinateur à ses heures perdues. Jeff Cannon vient de se faire plaquer par sa femme, il a perdu son job de plombier. Globalement, on a envie de dire que c'est un perdant qui loupe littéralement sa vie, mais ce n'est pas si simple. Au milieu de ses amis qui affichent tous une réussite presque indécente, et puis des personnes qui tiennent cette ville, qui ont une réussite vraiment indécente, on se demande qui est le vrai perdant de l'histoire. C'est un roman inattendu, drôle, caustique et très lucide sur notre époque. Vos personnages sont savoureux. Mais je vais vous laisser poursuivre, Nicolas Maleschi, et nous raconter un petit peu plus ce personnage de Jeff Cannon qui fait un jour une rencontre qui va tout bousculer dans sa vie. Parlez-nous de cette rencontre et pourquoi vous avez eu envie de scruter ce personnage à ce moment-là de sa vie. Oui, on retrouve Jeff Cannon à un moment un peu charnière de sa vie, un moment de bascule, où il en a peut-être un peu marre de regarder ses amis réussir leur vie, que ce soit dans les affaires, dans le sport, parce que c'est un roman qui parle aussi de sport, en amour également, où lui il a vécu un certain nombre de désillusions, et le fait est qu'il va rencontrer ou redécouvrir un des membres de la bande d'amis qui compose ce roman, qui est un peu le loser de service, et qui est un journaliste raté, journaliste sportif, qui avait des ambitions de journalisme, d'enquête un peu plus sérieuses, et qui, sous couvert un peu de loser ou de quelqu'un qui paye pas de mine, finalement va peut-être lever une affaire importante en lien avec la dynastie d'affairistes dont vous avez parlé, des grosses Patrick, qui règnent sur la ville autant politiquement qu'économiquement depuis des décennies et peut-être même des siècles. Et donc ce journaliste-là, qui est présenté au moins au début du roman comme quelqu'un qu'on va moquer, va finalement se révéler peut-être un peu plus fort que ce qu'il l'est, et avec notamment l'appui ou sous l'œil un peu critique de Jeff Cannon. Oui, il n'est pas du tout aussi ridicule qu'il en a l'air au premier abord, ce personnage secondaire. Je me plais à le tourner en ridicule, mais à toujours être un peu sur le fil et finalement lui rendre hommage au fur et à mesure du bouquin, et en particulier à la fin. Il va prendre beaucoup d'ampleur. Alors l'autre personnage de ce roman, c'est la ville, Carsonville, que vous avez créée de toutes pièces. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette invention géographique ? Alors oui, le décor, c'est important pour moi. Quand j'écris un roman, j'aime bien savoir où je suis, même si finalement je ne dis pas vraiment où on est, puisque c'est une sorte d'un mélange entre des vacances du côté d'Annecy qui me sont restées en mémoire, greffé avec l'imaginaire ou du fantasme du Grand Ouest américain où je suis jamais allé, et une ambiance un peu estivale d'une Suisse un peu réchauffée climatique. Donc tout ça mélangé a donné cette ville qui s'est construite petit à petit, que moi j'ai bien en tête, et avec un plan des rues et le côté un peu cosmopolite du Grand Ouest américain, de la Suisse et autres, appelé forcément des noms qui venaient un peu de l'ensemble de ces pays, donc des noms à consonance germanique, anglo-saxonne, italienne, espagnole. Donc on le retrouve dans les noms des personnages, et aussi dans la toponymie ou dans tous les noms propres à la ville. Donc j'ai aimé travailler ce côté de la langue, et on va même jusqu'à... je me suis même amusé
à parsemer quelques phrases dans le livre qui pourraient être des mauvaises traductions de l'anglais ou de l'espagnol ou de l'allemand, ou des expressions aussi qui reviennent régulièrement dans les dialogues, que je fais passer, enfin, qui ressemblent à des mauvaises traductions. Donc ça, c'était aussi un plaisir à écrire. Ouais, vous êtes vraiment, enfin, c'est très inventif au niveau linguistique. On sent que vous vous amusez énormément en fait à inventer cette ville. Jeff Cannon, votre personnage principal, qui est donc dessinateur, dessine la ville aussi. Et on sent que voilà, c'est vraiment jubilatoire. On sent que vous prenez énormément, vous vous amusez beaucoup. Oui, moi j'aime bien quand j'écris, je sème des petits cailloux qui sont ceux de l'intrigue. Pour donner une dorsale au lecteur, et puis bon, dans toute histoire il faut un début, une fin, une intrigue, mais le principal c'est comment on va enrober tout ça, tous ces petits cailloux, comment on va créer un ballast autour de tout ça, une sorte de bitume, et ça c'est l'écriture, et c'est ce qui m'intéresse avant tout. Une fois que le cadre est posé et l'intrigue fonctionne, et ben c'est les multicouches qu'on va reposer dessus, réécrire pour arriver à vraiment trouver la langue, se faire plaisir avec la langue. Ça, c'est mon plaisir à moi. Ce plaisir de la langue et des personnages vraiment très attachants. Alors donc, je le disais, c'est votre 3e roman, et on sent déjà, on repère chez vous des fils rouges de roman en roman, peut-être même des obsessions qui reviennent. Donc cette passion pour la langue, vous le disiez, pour le jeu sur les codes entre roman noir et littérature blanche, comme on dit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ce roman-là. Oui, c'est vrai, dans les trois, j'aime bien naviguer entre les ambiances noires et blanches, où j'aime bien prétexter un peu une amorce de polar, et puis finalement ça n'est pas vraiment un, ou ça peut redevenir un polar, et puis s'en éloigner. Je me retrouve pas vraiment en tant que lecteur, j'ai pas de préférence entre le noir et le blanc, j'aime bien je préfère quand c'est mélangé en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'écris comme ça, et puis j'aime jouer aussi avec le lecteur. Et l'autre fil rouge qui revient, c'est les personnages, en fait ce personnage d'inadapté qui revient dans votre œuvre. Donc des personnages d'inadaptés, mais qui ne sont pas non plus totalement hors normes. Comment vous décririez ce léger décalage qui fait toute la saveur de vos personnages? Bah, c'est d'écrire un personnage qui est un peu atypique, c'est toujours plus de plaisir et plus de motivation qu'un personnage un peu plat. D'un point de vue littéraire, c'est plus intéressant. Après, je me méfie un peu de pas non plus trop en faire, donc j'ai tendance à éloigner un petit peu ces personnages inadaptés. Dans ce roman-là, l'inadapté, c'est vraiment le journaliste qui a un personnage secondaire. Donc j'aime bien aussi les éloigner un petit peu de la place centrale. Et finalement, Jeff Cannon, il est quand même un petit peu atypique aussi, mais sans doute un peu moins. C'est quelqu'un qui est au centre de sa bande d'amis, et qui un peu, parfois donne l'impression de moins s'intéresser à sa vie qu'à celle de ses amis. Mais il a ce rôle de toujours donner la main à ses copains, leur rendre service. Donc tous les personnages ont aussi des formes un peu atypiques, qui elle aussi est particulière. En fait, j'ai un peu réparti le côté atypique dans chacun des personnages. Bah, pour revenir à tous un peu atypiques finalement. Pour revenir à Jeff Cannon, il a ce côté très dilettante, où il se rend compte un jour que sa vie, comme il le dit, tient dans une boîte à chaussures, et que ses perspectives tiennent dans une boîte d'allumettes. Est-ce que quand même vous pourriez nous dire justement ce qui vous plaît dans ce personnage, qui en fait ressemble à énormément de personnages qu'on connaît, même on se reconnaît soi-même souvent aussi. Il y a quelque chose de très, en même temps, on s'identifie facilement, et en même temps, ils sont en décalage, quoi. Bonne question. Je sais pas, je crois que j'avais envie d'un personnage un peu neutre au début, et puis c'était encore une fois la vigie, donc il devait parler, c'est lui qui parle des autres, donc il devait rester un peu neutre, pas prendre trop de place, même si sa place doit grossir dans l'économie de l'intrigue. Bon, c'est aussi un personnage assez classique de dilettante, ou comme on l'est un peu tous, c'est peut-être moi le premier, mais qui peut quand même s'investir qui va s'investir à fond dans certaines missions. Lui, c'est le dessin, mais rendre service aussi à ses proches, quitte à négliger le reste. Ouais, je crois que c'est un peu moi aussi. Alors, vous allez nous lire un extrait de La force décuplée des perdants.
Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, avant de nous lire l'extrait, pardon, sur le titre de ce livre? Oui, bah, le titre, au début, il n'y avait pas de titre. Il y a un titre, mais c'était le nom de la ville. Et puis est arrivée une idée de Marie-Eugène, qui est l'éditrice de ce livre, entre autres. Un vers de Gérard Manset, tiré d'une chanson, initialement une chanson de Bachung, que j'aime beaucoup. Et je n'avais pas pensé du tout à ce titre-là. Et en fait, il venait vraiment coiffer le roman, de manière un peu inattendue. Et c'est un honneur pour moi d'avoir pu utiliser ce titre-là pour le mettre sur ce roman, qui a encore une fois, qui vient bien mettre comme l'accent circonflexe sur la... Bon, là, il n'y a pas d'accent circonflexe, mais ça pourrait. Et rendre hommage aux perdants. Et rendre hommage aux perdants. Un passage qui est un monologue du héros, de Jeff Cannon, où on est dans sa tête et on voit un peu son état d'esprit qui est le sien au début du roman. J'aimais conduire comme ça, sans but, c'est au volant que j'arrivais le mieux à penser. Penser à quoi? À rien au juste. Les idées affluaient à mon cerveau, mais j'en perdais le fil, ne m'efforçant pas de les considérer jusqu'au bout. J'avais doublé la cascade de pin bleu, j'émergeais de la transe au col du cavalier blessé, tirant brutalement le frein à main sur le bas-côté. Tout en bas, la ville tremblait sous la chaleur, comme s'il s'agissait de son propre reflet à la surface du lac. Des grappes de parapente pendaient dans le ciel, avec les collines des Kitzbühel à l'ouest et la chaîne des Rocafrias tout droit en fond d'écran. L'immensité désertique accréditait la sensation que nous appartenions à un clan reculé. Ce décor à la beauté sauvage donnait envie de croire que tout était possible. Pourtant, je doutais d'être le héros de ma vie. Mon destin continuait d'être ce cheval fou que je ne chevauchais jamais. Ou peut-être que j'étais très fort pour donner de l'importance à des choses qui n'en avaient pas. Merci beaucoup Nicolas Malesky. Merci. Et on souhaite aussi à votre livre tout le bel accueil qu'il mérite. Merci à HarperCollins, à Marie-Eugène et à Émilie Guillaumin. On retrouve l'embuscade d'Émilie Guillaumin et la force décuplée des perdants de Nicolas Malesky le 25 août en librairie.